Bon, allez. Après une bonne journée passée hier ensemble, j'avais envie de voir tes ex-vergers et puis ça me faisait plaisir de te voir aussi, de rencontrer et puis de parler un peu de ta situation, enfin de nos situations. Et donc je me suis permis de venir faire un petit tour à Montesquieu, enfin Saint-Thècle, Montesquieu. D'accord. Et puis voilà, et puis j'avais envie que tu nous racontes un peu la façon et comment tu as vécu ce qu'on peut appeler un drame, enfin, dans ta vie qui a été l'arrivée d'une maladie professionnelle qui s'appelle un cancer de la prostate, quoi. C'est bien ça. Donc là, tu vois, ben, on est au cœur de mon ancien verger. Euh, donc moi, je me suis installé donc, sur cette exploitation en 1985. J'étais donc jeune, formé au métier selon les standards en vigueur à l'époque, même encore aujourd'hui, quoi, je dirais. C'était déjà les prémices de l'agriculture industrielle, donc on créait des vergers avec des variétés qui avaient des potentiels de rendement assez importants, donc qui entraînaient bien évidemment des interventions avec tout un tas de pesticides, insecticides, Ce qu'ils appelaient d'ailleurs, herbicides, ouais, ce qu'ils appelaient à l'époque des variétés techniques. variétés voilà, techniques, oui. Il fallait être technicien pour. Donc, bon, étant plutôt de mentalité perfectionniste, ben, je me suis installé, j'ai bien appris mon métier, leur pratique, conseillée par tous les techniciens de chambre, les conseillers de firme et compagnie. Donc j'ai développé mes vergers sur ces modèles-là, ce qui a entraîné des interventions diverses et variées, et notamment l'application de produits chimiques. Comme un verger comme ça, par exemple, on est en moyenne entre 30 et 40 interventions par an, tout produit confondu. Mais C'est énorme. à l'époque, on n'avait absolument pas conscience des dangers, parce que encore une fois, tout était fait pour, entre guillemets, nous faciliter la vie, c'est-à-dire quand on avait une forte pluie, ben, il suffisait qu'on applique un fongicide adapté et on était tranquille. Quand on avait des pucerons, bon, il y avait la solution, il suffisait de lire sur le cahier cultural la ligne correctement, avec une règle, on avait au bout le produit en question. Donc j'ai fait ça comme tous mes ex-copains de l'époque, sans protection, Ouais, bah, bien sûr. bien entendu, sans EPI, sans combinaison, sans cabine sur les tracteurs, sans gants, sans masque, sans rien. Donc 28 ans ont passé dans ces vergers ici, jusqu'au jour où, à l'âge d'environ 50 ans, j'ai commencé, comme beaucoup d'hommes, à faire contrôler mon taux de PSA. Et déjà au premier contrôle, il était quand même déjà à un taux assez élevé. Puis tous les ans, au fil des ans, ce taux augmentait. Jusqu'au jour où il est arrivé à un niveau tel que mon médecin traitant m'a demandé d'aller plus loin, quoi, de faire savoir d'où ça venait. Donc biopsie, scanner, échographie, IRM. Et voilà, puis la sanction est tombée. On a donc appris que j'avais ce fameux cancer de la prostate. Un niveau assez élevé en plus. Ouais, score Gleason 7. Voilà. Voilà, pour ceux qui C'est important sont de- initiés, c'est un taux qui est pas catastrophique, mais qui est déjà important. Cancer agressif. C'est bien élevé quand même, hein. Ouais, cancer agressif avec. Alors, dans mon cas, la solution, c'était l'ablation de la prostate, l'ablation totale de la prostate. Voilà. Donc ce jour-là, avec mon épouse actuelle, ben, on a pris quand même un sérieux coup sur la tête.
Et un coup tellement, pour moi en tout cas personnellement, un coup tellement fort que j'ai tout de suite pensé à ma carrière, pensé à mes gestes inconscients que je pratiquais sans aucun problème. Et j'ai fait le lien directement avec l'utilisation des produits chimiques, quoi. Donc, ça t'est paru clair, quoi. très clair, oui. Sans lire les lois, sans avoir été alerté par la MSA, parce que bien évidemment la MSA, la seule chose qui compte pour eux, c'est de rentrer des cotisations. Et surtout, via des gens qui sont derrière eux, qui leur donnent bien les directives, surtout jamais faire de lien avec quoi que ce soit, surtout pas les pesticides. Donc je suis allé à l'opération, avec tout ça dans la tête. Et puis derrière ça, il y a eu les traumatismes liés à cette opération. Problème urinaire, problème d'érection, hein, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Hein. Tout à fait, ouais. Voilà, donc mes objectifs à partir de ce moment-là, c'était premièrement me soigner, parce que j'avais encore des charges familiales, j'ai toujours des charges familiales. Faire la preuve, essayer d'apporter la preuve que ma maladie était liée à mon boulot. Et puis essayer d'éveiller un petit peu les consciences du monde agricole que j'adore, malgré tout, mais qui est encore de nos jours, dans de très nombreux cas, dans le déni. Mais essayer de leur montrer que, premièrement, il faut parler, et qu'en parlant, on peut éveiller les consciences et faire prendre conscience surtout qu'il faut aller vers autre chose, absolument. Il faut, malgré tout ce qu'on peut nous raconter, je pense d'ailleurs que toi, Christian, tu peux en témoigner. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas passé en bio, mais j'avais pourtant creusé quelquefois. Mais toi, je sais que tu étais passé en bio. Et les solutions existent, n'est-ce pas? Tout à fait, il y a des solutions, enfin, dans le type d'élevage que j'avais, puisque moi j'étais producteur laitier, il y a des fonctions, il y a des solutions qui fonctionnent très très bien. On est peut-être moins performant, mais on est productif quand même. Et en plus, moi ce qui me rassurait dans la production bio, c'est justement la relation avec les consommateurs. Je sais que le produit que je leur... Il y avait deux choses qui me plaisaient bien quand je suis passé en bio. La première, c'est que d'abord, les produits que je produisais, je savais qu'ils allaient à la consommation humaine, parce qu'il y a comme une grosse partie du lait qui va à la consommation porcine ou à l'export d'ailleurs. Ah oui. Et puis ensuite, je sais aussi, et ça c'était le plus important, que ce que je vendais, eh ben, j'en étais fier. Je savais que les gens pouvaient le consommer, je savais qu'il n'y avait aucun risque, que le produit que je sortais, le lait que je sortais, c'était quelque chose qui allait aider les gens à vivre, et non pas qui allait les rendre malades, quoi. Parce que c'est ça. Le problème, c'est que quand on étale des pesticides, on vend aussi des pesticides. Enfin, oui. Les analyses le démontrent très bien. Hein. Alors justement, le jour où j'ai eu ce choc, où on a eu ce choc dans la tête, il se passe, mais dans une fraction de temps inimaginable, très courte, il se passe beaucoup de choses. Et justement, le fait que, putain, tu te dis, pendant des années, j'ai fait mon boulot de mon mieux, mais en faisant le boulot de mon mieux, j'ai contribué sans doute à empoisonner des gens. Quand le fameux Roundup est sorti, n'est-ce pas? Ouais. La publicité du Roundup avec le fameux toutou qui a l'os dans sa gueule, ouais. Qui creuse un trou pour intégrer son os. Sur ce trou, on plante une fleur. Bien sûr, au pied de cette fleur, les adventices, les mauvaises herbes, comme on dit entre guillemets, poussent. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend un bidon de Roundup, on désherbe, tout crève, bien sûr. Et le toutou, il creuse, il va chercher son os, et puis il mange son os, pas de problème. Ouais. Roundup, le premier pesticide totalement biodégradable. C'est vrai, un exemple dont je t'ai jamais parlé, mais qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure en voyant ces filets là, filets par la grêle. Formidable. Ouais. Ça protège de la grêle. Ça a éventuellement un effet sur ce qu'on appelle le carpocaps des pommes, c'est-à-dire les petits papillons là, qui viennent
Oui. pondre des œufs, ensuite les larves bouffent les fruits. C'est vrai, ça a un effet. Sauf que quand on traite, il y a comme un certain confinement là-dessous, n'est-ce pas? Il y a moins de vent. Oui, tout à fait. Donc on a des délais de réentrée qu'on applique, n'est-ce pas? Pour un produit, un fongicide X ou Y, on a en général entre 3 et 7 jours. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais sauf qu'au bout de 7 jours, ben, les ouvriers là, ils vont aller, je sais pas, on va faire de l'éclaircissage des pommes, faire de la taille en verre, sans gants. Et ils en prennent tant qu'ils veulent. Ouais. Ensuite, laisser filer. On arrive après la récolte, là, au mois de novembre. On passe avec notre plateforme, on les décroche. Il fait chaud. Quand on les décroche, on les roule, on les tresse sur le fil de fêtage. Quand on fait ça, à travers le soleil, on voit la poussière qui vole. Cette poussière, c'est quoi? Il y a forcément une bonne bonne... chargée de toutes les merdes qu'on a, Bien évidemment. excusez-moi, qu'on a utilisées toute l'année. Ouais, bien évidemment. Moi, j'avais 20 hectares de verger. Donc j'étais au four et au moulin et c'était moi qui traitais. Quand je partais avec mon appareil de traitement, avec 2000 litres d'eau dans l'appareil, je partais traiter environ, je mettais à peu près 1h30, 2 heures pour vider ma cuve. Pendant ces 2 heures, il était extrêmement rare que je n'ai pas à descendre du tracteur pour aller déboucher une buse, enfin, faire un truc à l'extérieur. Donc j'ouvre la cabine. Et bien, là, l'efficacité de la cabine est nulle parce que, bien sûr, il n'y a pas de sas, il n'y a pas... Les produits rentrent, quoi. Mais les copains, là, enfin bon, je viens d'en enterrer 2 quand même, hein, Ouais. qui sont dans ma situation. De toute façon, quand tu apprends ça, Ouais. très important, parce que quand, avec ma charmante femme, on a découvert ça, on a fait comme tout le monde fait aujourd'hui, on est allé sur Internet, on a cherché les solutions, les causes, les gens qui pouvaient éventuellement être comme nous, ainsi de suite. On est tombé par hasard sur un site Internet du fameux collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Donc je suis allé voir sur le site, j'ai découvert un travail assez formidable, qui était relayé par la presse de l'Ouest d'ailleurs, Ouest France. Et là, je suis rentré en contact avec le président, Michel Bénard, qui m'a tout de suite rassuré, si on peut dire, conseillé en tout cas, et qui m'a fait comprendre que j'étais pas tout seul, et que bien que à cette époque-là encore, c'était début 2020, le cancer de la prostate n'était pas encore inscrit au tableau des maladies professionnelles. Mais il en a parlé donc au cabinet d'avocats qui soutient qui conseille le collectif, donc par le biais de Maître Laforgue. Et Maître Laforgue a dit qu'il fallait avancer dans cette voie. Donc on a fait ça. J'ai constitué un dossier très complet, trop complet peut-être même, avec toutes mes factures, avec des attestations qu'on avait jugé bon de faire rédiger par les gens qui m'ont connu. C'est que pour vendre des pommes, j'étais donc dans une coopérative où j'étais entre guillemets un bon élève, où j'étais ami avec tout le monde, et notamment avec ma charmante présidente qui me connaissait parce qu'elle était aussi productrice. Donc tout simplement, je lui ai demandé si éventuellement elle pouvait me rédiger cette fameuse attestation qui pouvait attester que de telle date à telle date, effectivement, oui, j'ai employé des produits phytosanitaires. Ah, elle m'a dit, ah non, je ne vais pas pouvoir. Désolé, je ne vais pas pouvoir. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle m'a dit, parce que j'avais un peu coupé les ponts, moi, avec ce boulot, puisque, entre-temps, j'avais quitté le métier. Ah, elle m'a dit, aujourd'hui, je suis responsable national au niveau des producteurs de fruits et légumes à la fédération. Donc, si je fais ça, mon pauvre, je vais me faire massacrer par mes producteurs. Ah, ben j'ai dit merci, c'est sympa. Et puis voilà, donc ça reflète l'état d'esprit des paysans. Les paysans, c'est pas grave. Mais de tous ces gens-là qui les entourent, qui sont dans la protection de certains mondes, pour employer un mot anglo-saxon, d'un certain lobby, qui défend sa croûte, qui ne défend pas les pauvres mecs qui appliquent leurs produits, quoi. J'ai malheureusement jamais été en bio, je le regrette, mais je suis
Donc je disais, ouais, un peu un extraterrestre, parce qu'il y en a pas, il y en a très peu pour l'instant qui parlent, comme on voit. Tant qu'ils ne sont pas malades, ils ne parlent pas. Mais moi je parle parce que je veux, donc, comme je disais tout à l'heure, que ça bouge et essayer de les faire changer à eux, quoi. Alors moi, en fait, mon histoire, finalement, j'ai pas de chance sans doute. Donc j'avais déposé mon premier dossier avant la reconnaissance. Ce dossier, il est passé par la CPAM, puisque moi j'ai fini ma carrière en tant que salarié. Donc bien évidemment, il n'était pas au tableau de la CPAM. Donc refusé, passage en comité régional, une première fois refusé. Donc appel du cabinet d'avocats. Donc reprogrammation pour passer une seconde fois dans un autre comité régional voisin, qui n'a jamais eu lieu, malgré les relances diverses et variées. Et donc aujourd'hui, je suis en attente d'une réponse, parce que mon deuxième dossier est parti, ça fait bientôt 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. J'ai aucune nouvelle, quoi. Enfin, voilà. On est malade, on doit se battre contre la maladie, mais on doit aussi se battre pour faire valoir nos droits, parce que c'est un droit. Enfin, apparemment. Ça, c'est bien que tu dises ça, parce que, parce que j'ai vécu la même chose que toi, quoi. Quand on t'annonce, enfin, on m'a fait à moi la même annonce qu'à toi, quoi. Puis en plus, moi, toi, tu avais une épaule opposée à la tête, on va dire. Alors que moi, je me suis retrouvé tout seul à la suite d'un décès, quoi. Et ça t'arrive en pleine tronche, il faut gérer et te défendre contre la maladie. Après, il faut faire face à tes besoins financiers, parce que quand tu passes en maladie, c'est pas les mêmes revenus que quand tu es actif. Et après, tu apprends que éventuellement tu pourrais être reconnu en maladie professionnelle, mais les démarches sont absolument... c'est un Everest à grimper, quoi. Tout à fait. Alors effectivement, moi je suis donc dans l'Occitanie, la fameuse Occitanie qui est une grande et belle région, qui est quand même loin effectivement du collectif des victimes de l'Ouest, mais aujourd'hui, par le biais d'Internet et compagnie, on a réussi à tisser des liens avec Christian et avec tous ces gens-là qui sont formidables. Et bien moi, dans ma région, j'essaie de parler. J'ai pas encore réussi à franchir le cap de constituer peut-être une antenne qui puisse être rattachée au collectif. Parce que c'est vrai qu'en Tarn-et-Garonne, enfin dans la vallée de la Garonne, personne n'en parle. Moi j'en parle, un petit peu. J'en ai parlé à des gens que je connais qui sont malades depuis peu. J'étais prêt à aller les voir, mais je les ai sollicités 2 ou 3 fois par téléphone. Mais non, pour l'instant, ils n'ont pas l'intention de bouger. Donc, moi, à chaque occasion qui m'est donnée, j'en parle. Je suis sûr, je sais d'ailleurs, que je dérange, que je ne suis sans doute pas aimé, ou même pas de la même manière par les gens qui m'ont connu et qui me connaissent encore. Mais ça ne me dérange pas. Je veux juste protéger un petit peu ma petite famille d'aujourd'hui. Mais bon, je continuerai, je continuerai. Et le jour où je vais gagner, je vais le faire savoir à tous ceux qui m'ont critiqué, à tous ceux qui ont refusé d'ouvrir les yeux, qui ont refusé de m'aider, ils vont le savoir, d'une manière ou d'une autre. Et même si ça fait, entre guillemets, un petit scandale ou un petit buzz, c'est pas grave, au moins ça se saura. Et puis dès qu'il y a de l'argent, quelque part, je ne suis pas inquiet, je sais que d'autres se rattacheront. Mais moi, c'est pas tellement pour l'argent. C'est surtout pour que les gens enlèvent les œillères là, qui les empêchent de voir clair, quoi. Enfin, on a mené plusieurs actions et ça a fait un peu de barouf dans les médias. Et à chaque fois, quand même, il y a des gens que ça interpelle, quoi. Et donc, qui nous ont contactés ou qui d'une manière plus ou moins détournée, sont venus vers nous. Mais ça, et en fait, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, le collectif, au niveau de la Bretagne, c'est déjà au moins 350 personnes, plus les gens qui, comme toi, aux alentours, sont venus se rattacher à nous. Ça commence à peser, oui. Et on fait au moins 400 personnes. Enfin, tous ne sont pas malades, bien sûr. Il y a des soutiens. Et puis, mais je ne connais pas les chiffres exactement, mais je pense qu'il y a au moins 200 personnes qui sont soit maintenant qui ont obtenu la maladie professionnelle et qui sont indemnisées en tant que malades professionnels. Et il y a beaucoup de dossiers, et il y en a toutes les semaines qui arrivent, qui sont des gens qui se rendent compte qu'ils sont parfaitement cadrés et qui veulent obtenir aussi leurs droits.
Mais c'est que à travers ma carrière d'agriculteur ou de conseiller municipal ou même dans des réseaux d'amis, j'ai connaissance, j'ai eu connaissance et j'ai encore des gens que je connais plus ou moins qui sont soit attachés parlementaires, soit conseillers régionaux, soit même anciens ministres, aujourd'hui députés. Et je les ai sollicités. Mais jamais rien, ça s'arrête toujours là, quoi. Ça ne va pas plus loin parce qu'il y a une certaine presse qui n'ira jamais, je sais, ils iront jamais, Ouais. parce qu'ils ont peur de, je sais pas, enfin si, je sais de qui. Donc ils y vont pas. Pour l'instant, ils n'y vont pas, je ne sais pas trop comment faire pour qu'ils y aillent. Mais ici, c'est compliqué. En venant, tu as vu la vallée de la Garonne, enfin, toutes ces mers de plastique qui protègent des pommiers. Donc ça représente quand même... C'est massif. C'est massif, ouais. Mais là, mon ancienne station, ça représente 20 000 tonnes. Juste à Moissac, juste à côté, il y en a une qui représente 60 000 tonnes. Et puis d'autres sur le Tarn, sur le Lot-et-Garonne, du même groupe. Donc on arrive à des chiffres astronomiques. Et derrière tout ça, il y a, bien évidemment, il y a des salariés, il y a des... Voilà, il y a un outil économique. Il y a un outil économique énorme avec la pro, avec tous les vendeurs d'intrants, avec... Bon, la main-d'œuvre, j'en parle pas trop parce que ça, par contre, ça, oui, c'est très important que les gens sachent que la main-d'œuvre permanente sur ces vergers industriels, c'est pas énorme. Un exemple, moi, ici, j'avais 20 hectares, j'avais une salariée permanente. J'avais une dizaine de saisonniers, mais des saisonniers pas français. Ah oui, en plus. Il y a eu les Portugais, il y a eu les Marocains, et il y a eu les Polonais, et aujourd'hui c'est les Polonais, et Bulgares et Roumains. Voilà. Donc l'argument de dire si on touche à ça, on va pénaliser l'emploi local, il dit non, ça ne tient pas, quoi. Et puis en plus, je pense que la bio, elle est aussi créatrice, voire plus créatrice d'emplois. Absolument. Et si les quantités de pommes produites ne seront peut-être pas aussi importantes, il est bien évident qu'il faudra quand même des gens pour s'occuper des pommiers. Alors effectivement, moi si j'ai dans un verger de 20 hectares en bio, bon, je m'étais renseigné, je ne suis jamais allé parce que j'étais trop formaté. Au lieu d'avoir une permanente, si j'avais été en bio, il m'en fallait à mon avis 3 ou 4. Ah oui. Voilà, pour faire des choses manuellement qui sont obligatoires en bio. Mais qui encore, même encore aujourd'hui, je sais, parce que je suis quand même encore un peu au contact de ce milieu, les gens, enfin, les bons agriculteurs qui connaissent le métier vivent très bien avec de la pomme en bio. Moi, je reste ferme là-dessus.